got that skill too. And here he goes. Here we go. PG What you got? puts Oh, on yeah! Let's play pick and roll with it. Halliburton against Beverly. Here's a long three. Halliburton got it. Yeah! Oladipo the rebound. 9 seconds, 8 seconds, 7 seconds. Oladipo to win it. Another one! He got it. Another one! Another one! Victor Oladipo has given the Pacers a 1-point lead. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pacers Pods. Après une longue pause, nous sommes enfin de retour. Pacers Family, Pacers Talk pour vous servir encore une fois. Et on s'attaque à un gros morceau, la preview des Pacers Cleveland. J'ai hâte. Et ça fait trop du bien d'être en podcast depuis le temps. Je me souviens très bien du dernier. C'était le premier qu'on a fait du coup de l'année. Et c'était vraiment en pleine période un peu de désarroi pour les Pacers. C'était avant vraiment qu'on arrive à ce moment où on était en 10 victoires pour 15 défaites. Mais déjà à l'époque, doucement, on commençait un peu à tousser. Et on se disait que ça va. Je suis sûr qu'ils vont se remettre dans le rythme. On était d'accord pour dire que ça revient dans le rythme. Et finalement, c'est revenu. Donc on avait raison. Ouais, c'est clair que le début d'année n'était pas vraiment facile, vraiment pas évident. Pour le coup, depuis l'année 2025, c'est une petite masterclass de notre part. D'ailleurs, on va évoquer certains chiffres en rapport avec ça plutôt que le début saison de biaisé. Donc, on a hâte et on est vraiment super content après ce premier tour de playoff face aux Bucks qui s'est fini par une victoire, 4 victoires à 1. Donc, peut-être revenir un peu dessus. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de ce premier tour un peu vite fait niveau Pacers? Là, pour le coup, on a joué notre carte à fond. Tout s'est bien passé. On a été plutôt dominant dans l'ensemble, avec quelques fins de match un peu de relâchement, mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Tactiquement, c'était super, ça a été très bien effectué. Et bravo à l'équipe. Ouais, moi j'en ai parlé un peu sur Twitter, mais je suis d'accord. Moi, j'ai vraiment été impressionné par le sérieux de l'équipe, quoi. Vraiment, je les ai trouvés super matures et concentrés pour une équipe quand même assez jeune, quoi. Et je trouve que, de base, Rick Carlisle a fait un excellent taf tactique, parce qu'on voit que dès les premiers matchs, il savait déjà où est-ce qu'il voulait aller, il a déjà repéré les faiblesses, et même au niveau des joueurs, tout le monde a été sérieux. J'ai aucun joueur en tête qui a vraiment fait une mauvaise série. Bon, j'en ai peut-être qui ont moins contribué que d'autres, mais tout le monde a été là. Il y a eu des relais quand certains joueurs étaient un peu moins là, quand Siakam marquait moins, il y en a d'autres qui ont pris le relais, etc., etc. Et je m'attendais vraiment pas à ce que les Pacers montrent une aussi belle image d'eux sur ce premier tour, en tout cas. Non, je suis complètement d'accord. Le game 1-2 de Siakam, par exemple, super début de série. On pense aussi au game 4 de Miles Turner, la masterclass défensive comme offensive, où c'était vraiment le patron du terrain. Pour le coup, ça fait vraiment plaisir. Et le game 5 avec le finish de Tyrese, c'est franchement super série. Le game 3 qu'on perd, on jouait vraiment pas notre jeu, ça s'est senti dès le premier quart-temps. Le game 4, c'était tout autre. Dès le premier quart-temps, je nous ai vus, j'ai reconnu l'équipe et je savais que ça allait aller dans le bon sens. Donc c'est vraiment cool. Place à la suite maintenant. Voilà, on a une bonne dynamique, il va falloir quand même la garder, parce que là, on va quand même affronter les Cavs. Autre chose quand même, niveau talent. Je pense que reproduire ce qu'on a fait contre les Bucks, ça suffira pas contre cette équipe des Cavs, parce que, oh là là, purée, qu'est-ce qu'ils sont dominants, Deuxième équipe à l'Est sur le début de saison. Ils ont une constance toute l'année. Bon, ils ont commencé en trompe. Je me souviens qu'ils étaient en 29 victoires, 4 défaites, je crois. Donc il y a vraiment un début de saison qui était exceptionnel. C'est ça, ouais. Je sais pas si tu as des choses à nous dire sur ces Cavs un peu là pour nous les présenter. Comme tu as dit, les Cavs, premier bilan. C'est compliqué de faire mieux pour le coup. Donc masterclass de leur part, bravo à eux. Donc on va aller un peu plus dans le détail, mais effectivement plus de talent côté Cavs, que ce soit sur le backcourt ou sur le front de court. Tactiquement aussi, en la personne de Kenny Atkinson, qui est un peu tout autre que Doc Rivers. Je pense qu'on est d'accord sur ce point-là. Oui. Donc on va approfondir le sujet là. J'ai hâte d'en parler. Donc cette série, parlons-en. Donc petite présentation rapide au niveau des ratings. Donc les Cleveland Cavaliers, première équipe cette saison en attaque de toute la ligue. 8e défense, 3e net rating,
À contrario, les Pacers, 9e attaque, donc on s'est fait chipper la place par ces mêmes Cavs, hein. Nous qui étaient premiers l'année dernière, si je dis pas de bêtises, où on s'est fait dépasser au buzzer par Boston, j'ai un doute d'un coup, je sais plus. On s'est fait dépasser au buzzer par Boston, il me semble. Mince, les salauds. 14e défense, côté Pacers, donc bien mieux que l'année dernière, on a vu des améliorations tout au long de l'année, et 13e rating. On a aussi, comme on l'a évoqué, un début très fastidieux hein, de la part des Pacers, qui se sont bien mieux rattrapés. Donc je crois que tu as les ratings. Hein. J'avais les ratings pour Cleveland pour le coup, mais je vais aller chercher aussi ceux des Pacers. Mais déjà, moi, ce que je veux dire, c'est que première attaque, Cleveland, et avec une marge, hein, purée, quand tu regardes l'écart qu'ils ont par rapport au deuxième, c'est assez conséquent. Hein. Pour le coup, leur attaque a été absolument incroyable, et quand tu vois leur effectif aussi, c'est normal. Mais du coup, ce que je pense plus intéressant, en tout cas, côté Pacers, c'est parce qu'on sait tous qu'il y a eu ce mauvais début de saison, donc il vient un peu descendre les stats, alors que si on part qu'à partir de 2025, on a quand même un échantillon de 50 matchs qui est très suffisant pour faire des analyses et qui n'est pas faussé par ce mauvais début de saison. Donc côté Pacers, quand on regarde, c'est la 7e attaque depuis 1er janvier, et c'est la 9e défense. Donc pour le coup, c'est du top 10 dans les deux compartiments, ce qui est vraiment symbole souvent des grosses équipes, quoi. Pour le coup, Indiana, c'est solide. Et quand on regarde les Cleveland Cavaliers, on a changé de série, excusez-moi. C'est la 2e attaque, donc ils sont juste fait dépasser par OKC, mais bon, OKC sous cette fin de saison, c'est n'importe quoi. C'est clair. Et niveau defensive rating, 14e. Donc pour le coup, Cleveland a quand même une grosse baisse significative en défense. Ils défendent moins bien que les Pacers depuis janvier, quoi. Mais aussi, faut pas oublier que c'est une équipe qui n'a plus grand chose à jouer depuis un mois et demi, quoi. Donc il y a aussi peut-être aussi ce facteur où ils ont ralenti le rythme de leur côté. Ouais, non, c'est clair. Donc le 3e et 6e rating de la ligue hein, depuis janvier, si on peut se rassurer entre guillemets, mais c'est assez factuel. Tant on a mal commencé la saison, donc c'est beaucoup mieux rattrapé par la suite. Donc 2 équipes avec, quand tu regardes du premier coup d'œil, une différence de niveau, mais quand tu approfondis les choses, j'ai envie de dire pas tant que ça pour le coup. Il y avait ce stat, ce tweet qui était beaucoup sorti, où quand tu regardes les 50 derniers matchs, donc à peu près depuis janvier, encore une fois, début janvier, les Pacers, ils sont en 35 victoires, 15 défaites, et les Cavs sont en 36 victoires, 14 défaites. Donc vraiment, au niveau bilan, depuis 50 matchs, c'est très très serré. Les Cavs ont eu un démarrage éclair, mais depuis la fin de saison, le niveau, il semble pas avoir beaucoup d'écart, quoi, entre les deux équipes. Non, je te rejoins totalement. Ça va être une série, déjà offensivement, ça va être super. Les deux équipes jouent magnifiquement bien pour le coup. Je pense qu'on peut s'avancer en disant qu'ils font partie du top 5 plus beaux jeux de la ligue, hein, tout simplement. On va approfondir tout ça tactiquement plutôt. Mais la série est très 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 alléchante pour le coup. J'ai hâte. Ouais, et puis c'est vraiment deux équipes qui, je pense qu'on va parler un peu, j'ai peut-être lancé ce sujet, mais qui ont des jeux très collectifs, qui ont une attaque qui est très fluide, avec beaucoup de mouvements de ballon. C'est un peu moins parfois ce qu'on peut voir en play-off, où c'est la balle à un joueur et c'est un duel où il faut essayer de freiner, comme ce qu'il peut avoir avec Giannis. Donc là, je pense que vraiment, ça va être niveau d'un pur produit basketball, ça va être assez incroyable. Ça va peut-être être aussi un peu cliché, parce que beaucoup d'autres analystes et beaucoup d'autres journalistes en ont parlé, mais moi, ce qui me surprend beaucoup sur cette série, c'est quand même les deux équipes se ressemblent assez fortement, quoi. Je sais pas si toi, t'as aussi ce sentiment-là, et si tu veux que je te lance dessus. Ah, vas-y, tu peux me lancer. Et toi, pour toi, niveau du jeu, quelles sont peut-être les différences, ou quelles sont les grosses ressemblances majeures de ces deux équipes? Parce que moi, je trouve que elles sont construites pareil, quoi. Donc, comme tu le disais, deux équipes qui se ressemblent pas mal. Déjà sur le backcourt, on a deux joueurs de part et d'autre qui sont assez créatifs au niveau du playmaking de différentes manières. Hein. Enfin, Haliburton et Garland se ressemblent assez dans leur capacité à trouver à chaque fois la bonne passe en ayant très peu de déchets. Nembhard, c'est bien différent de Donovan Mitchell, hein, comme vous l'imaginez bien. Mais c'est deux joueurs aussi créatifs, notamment sur tout ce qui est drive and kick. C'est cette capacité à pouvoir trouver la passe après une pénétration. Je trouve ça vraiment intéressant des deux joueurs. Après, on parle de joueurs d'un niveau avec un gros écart. Hein. On est d'accord. Hein. Mitchell est bien au-dessus pour le coup.
Niveau de la raquette aussi, je trouve aussi des similarités. Deux Mm. gros joueurs sur la raquette. Turner Allen pour tout ce qui est dissuasion, avec un petit avantage pour Allen, je dirais. Mais offensivement, Turner attrape le coup, avec en plus une capacité à étirer le terrain. Siakam, Mobley, pareil. Deux joueurs assez longs qui ont cette capacité à pouvoir scorer, que ce soit au poste, un petit peu à l'extérieur, un peu moins pour Mobley pour le coup, et d'avoir un jeu pas si déconnant au niveau du playmaking, tout ce qui est passing. Encore un petit avantage pour Siakam, je dirais. Et pareil sur les ailes, donc le poste 3 qui a un rôle un peu moindre des deux côtés, que ce soit Aaron Smith ou Max Strus. Et pareil dans les rotations d'ailleurs. Donc vraiment deux forces sur le back court, deux forces sur le front court, avec un poste 3 qui s'adapte. Finalement, c'est quelque chose qu'on trouve pas forcément beaucoup, ce genre de construction d'équipe en NBA aujourd'hui. C'est des équipes à deux meneurs, enfin quasiment deux meneurs et deux intérieurs aussi grands, c'est plus si commun que ça. Et, euh, et même, je trouve que les ressemblances vont plus loin, parce que c'est vraiment deux équipes qui sont centrées autour du mouvement de balle. Il y a vraiment aucune grande star, enfin il y a aucun joueur qui est top 10 NBA dans les deux équipes, hein. D'un côté, on a Tyrese Haliburton et Donovan Mitchell qui sont deux All-Stars et des All-NBA planchers, possiblement, mais aucune vraie star, et c'est vraiment le collectif et le mouvement de balle qui fait que les joueurs, euh, les joueurs performent. Et ça, Mm. c'est assez fou, et encore une fois, c'est peut-être une manière moderne, peut-être là où va se diriger les constructions d'attaque de nos jours, parce que c'est un modèle qui marche super bien, et c'est vrai que là, les Cavs, ce qu'ont fait les Cavs cette année en attaque, c'est assez impressionnant. C'est des niveaux qu'on a pu trouver l'année dernière chez les Pacers en attaque, mais les Pacers n'avaient pas la défense. Et là, on voit que avec des Evan Mobley, des Jarrett Allen et même des ailiers qui savent défendre, les Cavs ont vraiment réussi à mobiliser les deux. Et ça les rend super impressionnants. Mais ouais, je m'étais fait hier l'exercice un peu d'aller voir toutes les stats, donc sur 100 possessions, pour qu'on ait un peu un pied d'égalité, et de tout farfouiller un peu pour voir s'il y a des choses qui se différenciaient beaucoup. Et au final, à chaque fois, sur la plupart des stats, on était quand même à peu près le même nombre de passes, à peu près le même nombre de rebonds offensifs, à peu près la même vitesse de jeu, à peu près le même nombre de ballons perdus. Mm. Donc en fait, ouais, dans le style de jeu, et même niveau statistique, en tout cas quand on regarde depuis 2025, c'est deux équipes qui jouent sensiblement pareil. C'est clair. C'est comme tu as dit, pas de top 10 players. Bon, après, je pense qu'on a au moins deux top 20 hein, en la personne Mm. de Mitchell et Haliburton, du moins, je dirais. Sachant qu'il y a eu beaucoup de. Enfin, il y a beaucoup de potentiel au star du côté des Cavs cette saison avec leur énorme saison. Mais ouais, comme tu l'as dit, un jeu basé sur le mouvement, un peu plus un côté héliocentrique chez les Cavs avec Garland Mitchell. Mm. Nous, on n'a pas de joueurs qui dépassent les 26% d'usage, hein, si je dis pas de conneries du côté des Pacers. Il me semble pas, après ça dépend sur quel site tu te bases. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais on n'est pas dans le haut du panier, quoi. Et c'est une inquiétude qu'ont certains. Donc, la capacité d'un joueur à augmenter son usage, son taux de responsabilité, hein. Mais moi, je suis pas inquiet tant l'équipe repose sur le mouvement, comme tu l'as dit, et que la priorité de l'équipe, c'est de trouver le bon tir à chaque fois, qu'importe qui le prend. Donc à chaque fois, les Pacers sont dans les hautes sphères quand il s'agit de trouver le bon tir. Je l'ai évoqué récemment sur les réseaux sociaux. Les tirs wide open, que ce soit en playoff ou en saison régulière, Indiana est tout le temps très très bien placé pour pouvoir obtenir le tir grand ouvert, contrairement à d'autres où, bon, je prends l'exemple de Luka Doncic par exemple, hein, mais c'est un joueur très 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 héliocentrique qui peut ne pas chercher le tir ouvert et se l'accaparer lui-même, que ce soit un tir extrêmement difficile par exemple. Là où je te rejoins, je pense, c'est que Indiana, là où ça se différencie un peu plus des Cavs, c'est que leur attaque d'Indiana, c'est vraiment le jeu collectif à 100%. Ils se reposent beaucoup plus sur ça que les Cavs. Les Cavs sont capables, mais les Cavs aussi, je pense qu'ils ont techniquement aussi, faut le reconnaître, leur 5 majeur a plus de talent, probablement au niveau offensif aussi. Donc eux peuvent se permettre d'être performants sans avoir à trop se reposer sur le jeu collectif. Donc je pense que ça va être aussi une vraie bataille des deux côtés, savoir si le talent pur des Cavs peut être meilleur que le jeu collectif d'Indiana, ou au contraire le jeu collectif d'Indiana peut faire tomber ces individualités côté Cavs.
et c'est un vrai défi. Mais aussi, là, on voyait, vous avez tous vu passer la série Cavs contre le Heat, hein, où ça va être une des plus grosses raclées de l'histoire des playoffs. C'est clair. Et sur cette série, on voit très bien que Cleveland, ils ont réussi à se trouver des tirs ouverts à chaque fois aussi. Hein. Quand on regarde les stats des Cleveland Cavaliers, là, sur les playoffs, il y a 4-5 joueurs qui tirent au-dessus des 42% de loin, quoi. Pas qu'en playoff. Donc, défensivement aussi, ça va être un vrai problème pour Indiana. Les Cavs, pas qu'en playoff, hein, sont l'équipe qui tire le plus à 3 points, si je dis pas de conneries, cette saison, et avec la meilleure efficacité quasiment. Je crois qu'ils sont deuxième dans ces eaux-là, mais c'est vraiment du haut level, pour le coup. Bah, tu vois, je l'avais noté. Quatrième en fréquence de tir à 3 points, deuxième en efficacité. Donc, Cleveland arty, et ça rentre, pour le coup. Donc, va falloir vraiment faire attention. Sur ces playoffs, ils sont premiers en réussite à 3 points avec 44% sur 4 matchs, hein, c'est quand même pas mal. Et les deuxièmes, c'est Indiana à 39,3. Donc oui, on est deuxième, mais il y a quand même 5 points d'écart, quoi. Donc attention à leur tir à 3 points, parce qu'en plus, ils sont... Je me rappelle. Ok, on a un peu tendance à penser à Mobley et Allen qui tirent pas, mais tout autour, il n'y en a pas un seul qui est pas capable de mettre 5-3 points en un match. Hein. C'est clair. Est-ce que tu veux bien, on va parler du jeu. Ouais. Je vais te lancer sur le premier sujet. Qu'est-ce que tu penses un peu des match-up offensifs-défensifs de la série? Dans quel sens? On peut faire du homme à homme dans un premier temps, si tu veux, pour voir où on peut tirer notre épingle du jeu, notamment. Okay. Bah, l'avantage, c'est que, comme tu as dit, il y a un peu cette construction en 2-1-2 des deux équipes où il y a les deux meneurs, les deux intérieurs et un peu l'ailier. Donc, tu as déjà un peu l'impression que ça se dessine assez bien, quoi. C'est ça. Mais niveau homme par homme, pour moi, il y a vraiment... côté Indiana, surtout, il va y avoir des adaptations à faire parce que Tyrese Haliburton va difficilement pouvoir défendre, à mon avis, Darius Garland ou Donovan Mitchell. Même s'il aime beaucoup, je pense que pour lui, ce serait trop d'efforts et surtout, il serait pas capable. Et je pense que c'est aussi la question de comment est-ce que tu défends Darius Garland et Donovan Mitchell. Moi, je crois que je suis pas forcément d'accord avec toi, mais moi je serais peut-être tenté d'essayer de mettre un Aaron Nesmith sur un Darius Garland, parce que Aaron Nesmith, il est capable de galoper, un peu de le suivre à la trace, et plutôt essayer de mettre un Andrew Nembhard sur Donovan Mitchell, parce que c'est plus peut-être le type de joueur qu'il est capable de défendre, les joueurs moins rapides, mais qui peut essayer d'aller contrôler avec son corps, jouer au physique, etc. etc. Est-ce que toi tu gardes un peu cette position-là, ou tu essaies de mettre autres joueurs en défense sur d'autres joueurs? En tout cas pour ces lignes Pour le extérieures. coup, je sais plutôt dans l'esprit inverse, notamment avec l'expérience Bronson qu'on a eu l'année dernière en playoff, où Nesmith, parce que Bronson n'est pas le joueur le plus rapide, contrairement à Garland par exemple, Ouais. où Nesmith l'a plutôt bien défendu de par son coffre justement et sa longueur, où il n'a pas trop aimé. Donc Donovan Mitchell, je le trouve il est plutôt bully aussi, même s'il est plus rapide qu'un Bronson, et je vois plus un Nesmith plutôt sur Mitchell, sachant que Garland a cette capacité à jouer off-ball et on-ball bien sûr, hein. Et je vois plutôt Nembhard qui peut enfin défendre un joueur qui peut défendre un joueur à sa taille et plutôt son gabarit, lui qui manque un peu de longueur de bras, donc je le vois. D'ailleurs, c'est peut-être le point clé de ma série, la défense de Nembhard sur Garland, où justement je le vois faire vraiment quelque chose d'intelligent et Garland va défendre Nembhard de l'autre côté, et je pense qu'il peut vraiment lui faire du mal. Donc je serais plutôt parti sur cette défense avec un Haliburton sur Max Strus, bien sûr, qui fait uniquement du tir à 3 points. Hein. Il prend la moitié de ses tirs à 3 points, donc va falloir bien contester. Et heureusement, Haliburton fait pas 1m20, donc ça va pour le coup, au niveau de la longueur. Et puis Tyrese Haliburton est très très bon pour fermer un peu les tirs ouverts à 3 points, là, les close-out qu'on appelle. Donc quand le joueur se précipite pour contester un tir à 3 points, il est très très bon, et ça se voit parce qu'il compte souvent beaucoup de tirs à 3 points. C'est un des guards qui le fait le plus souvent. Et je pense qu'on verra sur le terrain ce que ça donne. Moi, j'ai quand même des petits doutes sur la capacité de Nembhard à arrêter un Darius Garland, parce que Darius Garland, c'est une mobilette. Hein. Il court, il trace. Je sais qu'Andrew Nembhard, c'est un de ces joueurs qui a pas l'air rapide quand tu le vois, mais en fait qui est plutôt rapide pour le coup. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer. C'est peut-être un des points, en tout cas, cette défense extérieure, où je me sens le plus confiant, parce que je pense que Indiana a les armes, au moins de mettre des gars pour ralentir. Et je sais pas si toi... on va passer au secteur intérieur, évidemment, pour parler un peu
de Pascal Siakam et Miles Turner, ça semble un peu plus logique sur les choix à faire, mais est-ce que tu n'as pas peut-être des préoccupations? Est-ce que tu penses que nos intérieurs sont capables d'aller faire chier un peu la raquette des Cavs? Oui, je pense qu'ils s'en sont capables. Déjà, on va revenir dans un schéma un peu plus classique, donc du drop uniquement, parce que Jarrett Allen n'étire pas le terrain comme un Brook Lopez, quoique Jarrett Allen va pas falloir sous-estimer le fait qu'il ne shoot pas, parce que c'est un plutôt bon passeur pour le coup, donc au niveau des mains à main, il est vraiment pas déconnant. Tout ce que, un peu le rôle de Sabonis chez les Kings, il le fait, mais par intermittence et bien moins, parce que Sabonis c'est du haut niveau à ce niveau-là, quand il est utilisé en hub offensif. Donc attention à Jarrett Allen sur ce moment-là, et surtout au niveau du short roll, qui est, parce que ça c'est un autre point, mais les Cavs sont l'équipe qui utilise le plus le pick and roll. Donc, qui dit pick dit roll, et c'est souvent Allen qui est utilisé dans cet aspect-là du jeu pour le coup. Et au niveau du short roll, donc c'est la zone qui est avant la raquette et après la ligne à 3 points. C'est vraiment la zone entre les deux, quoi. Et c'est pour moi, je pense, la zone où il faut être le plus réactif sur le terrain, car tu as le défenseur qui vient sur toi, l'aide qui peut venir à tout moment, donc c'est là où il faut prendre la décision la plus rapide et la meilleure décision surtout. Et là, pour le coup, Jarrett Allen, il a aussi des facilités à ce niveau-là. Donc, une défense en drop, oui, mais attention au fait que Allen ne puisse pas t'absorber comme peut le faire un shooter, quoi. En ayant à l'esprit qu'il ne shoot pas, donc va falloir être vigilant. Et l'autre côté, t'as un Mobley qui, pareil, a des facilités au passing. C'est pas non plus Nokic, hein, mais c'est pas no offense, hein, un Brook Lopez ou un Gobert au niveau de la passe. Et qui a la capacité à shooter aussi. Donc défensivement, il va falloir faire attention. Par contre, l'autre côté, je pense qu'on peut on peut leur faire du mal parce que déjà Miles Turner, qui a un atout majeur hein, offensivement, tout ce qui est étirer le terrain, laisser des lignes de draft toutes faites à nos attaquants, et Siakam qui est un excellent joueur de post-up, pareil, qui est capable d'être utilisé en hub offensif, donc éloigner un des deux intérieurs pour pouvoir jouer du main à main et créer encore une fois des lignes de drive ou des bons shoots ouverts, tout simplement. Désolé pour ce tunnel de 105 minutes. Non, mais j'ai complété un peu. C'est vrai que moi, cette raquette, en tout cas, Evan Mobley et Jarrett Allen, je trouve qu'il y a un peu ce truc où elle a un potentiel incroyable. Et on l'a vu sur certaines séries, sur certains matchs, elle peut être ultra dominante et tu peux rien faire. Et j'ai l'impression un peu plus qu'il y a peut-être cette irrégularité un peu plus forte qui peut faire que sur certains matchs, Indiana trouve les bons ajustements et que tu les rends un peu moins efficaces. Mais par exemple, là, si on regarde ce premier tour, Evan Mobley, il shoot à 47% de loin en prenant 4 par match. Et Jarrett Allen, au total, il a raté 6 tirs. Il est à 78% au tir sur cette première série, en jouant Bam Adebayo et Kelly Ware, donc c'est quand même une raquette en face qui peut défendre, quoi. Donc attention, et qui est longue. Donc ça va être un vrai enjeu côté Pacers. C'est clair. On a parlé de la défense de notre backcourt sur leur backcourt, mais inversement, ça risque d'être compliqué aussi pour eux, je pense, non? C'est vrai que je pense que ça va être une question très intéressante, ça, cette question de la défense, de savoir comment est-ce qu'ils vont défendre les arrières des Pacers, la ligne arrière des Pacers. Moi, en tout cas, je sais quand avant tous ces trucs de playoff et qu'on sache à peu près les match-ups, je sais qu'il y avait une chose que je voulais, c'est que entre Boston et les Cavs, je préfère largement affronter les Cavaliers parce que je pense que ils ont moins de trucs pour combler nos faiblesses. Et je pense que ça passe beaucoup par les lignes extérieures et par Tyrese Haliburton. Là où je suis peut-être un peu plus confiant comparé au Boston Celtics, c'est que ils n'ont pas forcément l'arme pour défendre Tyrese Haliburton. Quand on regarde leur ligne arrière, qui sont Darius Garland et Donovan Mitchell pour les titulaires, il n'y en a pas. Les deux sont des défenseurs qui peuvent être corrects par séquence, mais il n'y en a aucun des deux qui pourra tenir Tyrese Haliburton sur une série complète. Et donc, de leur côté, les Cavs, ils vont devoir un peu essayer de cacher leurs deux meneurs et peut-être essayer de mettre plutôt un ailier. Donc, moi, ce que je pense, c'est que ce que vont faire les Cavs pour le moment, c'est essayer de mettre du Max Strus, du Isaac Okoro, du DeAndre Hunter pour essayer d'aller ralentir un peu plus Tyrese Haliburton
et le contrer un peu parce que Tyrese Haliburton, c'est un meneur qui est assez grand. Mm. Après, je reste pas forcément convaincu, et encore une fois, je pense que là, c'est peut-être aussi mon manque de connaissance des Cavs qui parle, mais que ces profils-là d'ailier soient totalement optimales pour aller défendre Tyrese Haliburton et pour un peu le museler. Surtout lui qui aime bien jouer un peu des contacts, des feintes, etc., etc. Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que tu penses que les ailiers, les ailiers des Cavs peuvent vraiment essayer d'entacher Tyrese Haliburton sous la défense? Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que ils vont missionner Max Strus en premier rideau sur Haliburton. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça. Hein. Max Strus sur Haliburton, Garland sur Nembhard, Mitchell qui a un peu plus de coffre sur Nesmith et les deux. Le front de cour va s'affronter respectivement, ouais, poste 4-5. Donc, Max Strus, je sais qu'il y en a qui l'aiment beaucoup. C'est un très bon joueur, mais je le vois pas trop arrêter Haliburton pour le coup. Donc, je suis de ton avis au final. Ce qui, moi, va m'embêter un peu plus, c'est que, à différence d'un Brook Lopez, par exemple, les Cavs ont la possibilité de mettre en place une défense en switch, donc avec Allen et Mobley qui sont beaucoup plus mobiles qu'un Lopez et ils sont mobiles tout court. Pour le coup, c'est deux défenseurs que j'aime beaucoup, respectivement. Et Mobley, moi, je pense, pourra, à l'instar d'un Giannis, qui par séquence a obligé Haliburton à lâcher la balle plusieurs fois pour le coup dans la série face aux Bucks, pourra faire de même de par sa longueur et sa mobilité. C'est lui qui m'inquiète peut-être le plus sur Haliburton plutôt qu'un Strauss, pour tout te dire. Sans parler de Garland Mitchell, hein. Pour le coup, je m'inquiète pas trop. Bah, il est peut-être pas défenseur de l'année pour rien, lui. Hein. Mais oui, je pense que la défense individuelle des Cavs est un enjeu, évidemment, mais comme tu as dit, eux, c'est plutôt des adeptes du switch, parce qu'ils ont une équipe qui est très bien faite pour, Mm. où ils peuvent un peu faire ça, sauf peut-être un peu Jarrett Allen. Jarrett Allen qui est peut-être un peu plus compliqué pour ça, qui est peut-être moins mobile et un peu trop grand, peut-être pour pouvoir bien défendre des meneurs et des arrières, par exemple. Mais ouais, j'ai hâte de voir comment ça se passait. Et aussi, on l'a vu, parce que les Bucks ont essayé de faire de la défense de switch aussi, un peu sur ce premier tour. Indiana a beaucoup, quand il y a des défenses de switch, fait tourner le ballon jusqu'à se trouver un contre un qui l'arrangeait. Souvent, le ballon allait, il y avait des faux écrans, des vrais écrans qui étaient mis, et à chaque fois, tu te retrouvais soit avec un Tyrese Haliburton ou Andrew Nembhard, soit un pivot, soit par exemple sur un Brook Lopez, ou alors dans l'autre sens, c'était un Pascal Siakam qui était défendu par, je sais pas, par un Gary Trent Jr. Donc j'ai hâte de voir comment est-ce que, un peu cette bataille, parce que je pense que c'est une vraie bataille de, c'est compliqué à attaquer un switch, et les Cavs vont vouloir laisser le moins possible d'espace pour Indiana, mais en même temps, Indiana qui va essayer de faire la bataille de l'autre côté, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment un des gros enjeux de cette série. Mais ouais, franchement, quand je vois cette équipe des Cavs et ce qu'ils ont sous le papier, ça va être une autre tambouille à attaquer que ce qu'on a eu contre les Bucks. Hein. Parce qu'ils Mm. sont plus mobiles, ils ont plus d'individualité qui savent défendre, ils sont plus intelligents, je trouve, défensivement, et les lectures qui sont bonnes, et surtout, bah, ils ont une raquette. Oh, va falloir espérer que Mike Sander mette les tirs, hein, parce que sinon, ça va être compliqué à attaquer. Hein. C'est clair. Moi, je te rejoins en tout point pour le coup. Je me l'étais aussi noté, la chasse au match-up, pour le coup, c'est quelque chose, les deux équipes d'ailleurs, savent très bien punir les mismatchs. Et peut-être, on doit vraiment être l'une des équipes qui le fait le mieux, pour le coup. Et on a quelqu'un qui punit extrêmement bien avec Siakam, déjà qui est un joueur qui fait encore un petit peu de post-up dans cette NBA et qui a un plutôt haut pourcentage de réussite sur ça. Donc, si Garland et Mitchell sont missionnés sur Siakam via le mouvement qui aura fait que ça va vite être problématique pour les Cavs. En tout cas, si ils mettent en place une défense en Twitch, va falloir vite leur montrer que c'est une mauvaise idée et il va falloir que les tirs rentrent, comme tu l'as dit, que ce soit pour Siakam sur les mismatchs ou Turner sur des plays style pick and roll, dont on va parler bientôt. Et moi, je vais aussi continuer peut-être sur un autre style de défense, côté Cavs, parce qu'on l'a vu en saison régulière souvent, c'était les premiers de l'année, là, il me semble que c'était celui que Indiana perd contre Cleveland. Parce qu'il y a les deux en début d'année, celui où Indiana justement met fin à la série de victoires des Cavs, qui dépassait les 10, je sais plus combien exactement, il y a le deuxième match qu'on perd. Mm. Et dans ce deuxième match, ce qu'a fait Cleveland, et c'est Caitlin Cooper qui l'a beaucoup mentionné, donc crédit à elle pour ça, mais Cleveland a fait de la zone, toute la deuxième mi-temps. Principalement parce que Pascal Siakam était à 20 points à la mi-temps, donc c'était vraiment une grosse menace sur le match.
Et la défense en zone des Cavs a réussi à complètement empêcher Siakam de trouver son rythme. Et les Pacers se sont écroulés face à des Cavs. Donc je pense qu'il va aussi falloir s'attendre un peu plus de la zone. Et encore une fois, ce ne sera pas de la zone comme Milwaukee qui fait de la zone où en 2 passes tu trouves un mec à 3 points grand ouvert. Là, je pense que ça va être un peu plus compliqué et rugueux. Donc on a vu qu'Indiana s'est amélioré sur l'attaque de zone. À voir si ça suffit, parce qu'il va falloir quand même beaucoup, je pense. Est-ce que toi, t'es un peu inquiété par cette attaque de zone ou est-ce que justement, t'as vu des choses qui t'ont quand même rassuré sur ce premier tour Ouais, comme tu dis, ils sont bien en place et va falloir casser leur zone, tout simplement. Je pense que on a des créateurs dans l'équipe qui vont permettre cela. Hein. Haliburton, Nembhard, McConnell en sortie de banc. Ce sont des joueurs qui sont capables de créer un peu de chaos pour le coup. Donc, et on a aussi un Rick Carlisle qui a une bonne capacité à s'adapter. Donc la série vraiment va être intéressante. On est face à une bonne défense, hein, qui n'est pas élite, mais qui a une bonne défense, surtout dans la raquette. Donc j'ai hâte de voir les propositions de l'équipe face à ça, ouais. Mais ce que j'ai bien aimé au Game 5 des Bucks, c'est que Carlisle avait mis une line-up pour attaquer une zone. C'était Tyrese Haliburton, TJ McConnell, Ben Shepard, Aaron Nesmith et Bennett Mathurin. Il était en mode, on s'en fout de la taille, on va juste mettre 2 meneurs créateurs qui peuvent facilement casser une zone et 3 mecs qui tirent de n'importe où. Et ça a bien marché contre les Bucks. Donc j'ai l'impression que Carlisle a commencé déjà à faire des tests. Est-ce que finalement, t'as pas plus envie d'aller sur de small ball pour essayer de casser des zones? Je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai quand même bien aimé ce qu'a proposé Carlisle, mais j'ai pas vu une zone bien effectuée par Milwaukee, quoi. J'étais vraiment. Elle me faisait peur leur zone, et quand je l'ai vu sur le terrain, je suis bon, là, ils l'ont jamais gardé plus de 3-4 possessions. Il y a aussi 2-3 points qui pourront être intéressants au niveau de la série. Donc tout à l'heure, tu as évoqué le fait que les équipes se ressemblaient. Donc Pacers, Cleveland, c'est 2 équipes qui ne provoquent pas beaucoup de fautes. Indiana est 17e en saison régulière, les Cavs sont 18e. Et c'est aussi 2 équipes qui ne perdent pas beaucoup la balle. 3e pour Indiana et 2e pour les Cavs, si je dis pas de bêtises, ou c'est l'inverse, quelque chose comme ça. C'est Mais l'inverse. pas loin. Il y a la meilleure. Mais pour le coup, Mais, la bataille des positions, si on parle du fait de la capacité à faire perdre des ballons à l'un ou à l'autre, ça se vaut. Si tu as envie de te lancer dans la bataille au lancer franc, pareil, c'est pas la spécialité de l'un ou de l'autre. Ça va vraiment être intéressant sur des équipes qui ont certains aspects de doublon pour le coup. Et encore, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, je voulais peut-être lancer justement sur un sujet qui recoupe un peu avec ça. C'est que aujourd'hui, on a une équipe d'Indiana qui se repose beaucoup sur la transition et qui, je pense, dans cette série a tout intérêt à jouer rapide pour essayer un peu de jouer au physique ces Cavs, parce qu'on sait que par le passé, c'est des choses qui l'ont un peu causé du tort à cette équipe des Cavs quand ça les attaquait vraiment physique. Mais de l'autre côté, ça va être compliqué de faire la transition parce que, comme tu as dit, en face, ça perd pas beaucoup de ballons. Et surtout, en face, c'est une équipe qui est très présente au rebond, surtout au rebond offensif. Et pour moi, c'est un vrai enjeu aussi côté Pacers. Tu vas vouloir jouer en transition, tu vas vouloir qu'il y ait des joueurs qui aillent vite, partir vite en contre-attaque, quoi. Mais d'un autre côté, il faut aussi que tu fasses en sorte de sécuriser le rebond, parce que si tu prends pas beaucoup de rebonds et que tu laisses peut-être Miles Turner se débrouiller face à du Evan Mobley, face à du Donovan Mitchell, du Jarrett Allen dans la raquette, tu risques de te faire un peu arroser au rebond offensif, comme ce qu'est fait que les Knicks l'année dernière, par exemple. Et je sais pas où est cette limite, je sais pas comment toi tu vois un peu cette différence-là, en mode est-ce qu'il vaut mieux essayer de construire le jeu sur transition? Est-ce que tu es plus à l'aise à te dire bon, on ralentit un peu la transition, mais on va chercher le rebond défensif? Pour le coup, après cette série face aux Bucks et avec l'historique Knicks, tout à l'heure je regardais les chiffres justement par rapport à ça. On a plutôt bien sécurisé le rebond défensif, donc c'est assez plaisant. Alors qu'en face, t'avais quand même un Giannis, un Brook Lopez pour le coup, même si Brook Lopez joue assez éloigné. Mais t'as la menace Giannis qui est grand et long, et normalement on n'est pas top au rebond. Pour le coup, on l'a très bien fait, et parallèlement, on a très très bien exploité la transition. Donc visuellement, je le voyais, mais dans les chiffres, ça s'est accentué, donc je le voyais pas autant, mais pour le coup, on a fait mal à ces Bucks
soit en prise de rebond défensif, plus en points par possession. Je regardais les chiffres des joueurs les plus efficaces en points par possession sur transition. Bah, il y avait déjà 3 joueurs des Pacers dans le top 20, quoi, déjà. Mm. Donc c'est plaisant, sachant que Haliburton est tout le temps l'initiateur. Et que les chiffres sont un peu biaisés parce que une transition c'est compté quand il y a une perte de balle ou un rebond défensif, alors que nous, dès la remise en jeu, on joue vite, quoi. Donc c'est une transition. C'est un peu biaisé à ce niveau-là. Mais contrairement à l'année dernière, donc je parlais de l'épisode de Knicks, j'ai vraiment l'impression que l'équipe a franchi un cap à ce niveau-là et qu'on est capable de faire les deux, quoi. Savoir se projeter très efficacement tout en ayant la capacité à sécuriser le rebond défensif. Enfin, tout est relatif, hein. On a quand même certaines difficultés, mais on le fait de mieux en mieux, à l'instar de la défense cette saison. Ouais. Bah, après, je pense que j'ai vu beaucoup de gens noter, beaucoup d'analystes aussi noter le fait que sur les premiers matchs de la série contre les Bucks, Indiana, on voyait vraiment les efforts faits au rebond défensif. Après, j'en ai quand même un peu nuancé sur ton analyse sur les Bucks, parce que les Bucks, c'est la 30e équipe au rebond offensif cette saison. Donc c'est vraiment pas une équipe qui essayait, en réalité. C'est pas une équipe qui était très connue pour le rebond offensif. C'est vrai. Et là, quand on regarde les Cavs, eux, bah, ils sont pas non plus... ils sont 15e. Donc ça valait un peu plus. Mais surtout, je pense qu'ils ont peut-être un coup à jouer ici. Même si c'est pas forcément l'équipe qui a le plus au rebond offensif, peut-être que ça va être les consignes. Parce qu'on sait que c'est peut-être encore là où l'Indiana a du mal à se faire à devenir dominant. Et en saison régulière, tu as des stats à chaque fois sur le nombre de victoires. Je sais que sur le début de saison, quand on se faisait battre au rebond, souvent ça menait à une défaite. Ouais. J'ai vraiment l'impression que ça, au moins dans cette histoire de jeu de possession, parce qu'en NBA, t'en parlais du jeu de possession, en NBA, plus t'as de possession, bah plus t'as de chances de gagner, assez basiquement. Donc c'est vraie question. Donc t'as envie d'essayer de limiter un peu ces rebonds offensifs, parce que les Cavs, ils savent qu'ils vont pas avoir beaucoup d'opportunités sur jeu rapide, sur seconde chance, sur ballon perdu, sur seconde chance, etc., etc. C'est ça. Exact. C'est juste pour rebondir sur ce que tu disais. Encore une fois, les équipes se ressemblent. Haliburton et Bard, c'est pas ceux qui prennent le plus de rebonds pour le coup dans la ligue, même si Haliburton en prend quelques-uns justement pour générer la transition via les box-out des grands. Et pareil, l'autre côté, Mitchell Garland, c'est petit, donc ça a du mal à aider le front de court à prendre des rebonds. Ils avaient eu du mal justement il y a 2 ans face aux Knicks. Si tu as la série en tête, où ils se sont fait atomiser pour le coup au rebond. Ouais, c'était violent. T'as beau avoir 2 grands, s'ils se font box out et t'as pas bon, je vais dire l'élite, mais si t'as pas un Joe Hart pour pour faire le boulot, pour aider les grands, pour le coup, ça devient vite problématique. Là où Max Strus peut être important justement pour eux, là où Nesmith et Mathurin par exemple sont importants pour nous. Et peut-être, peut-être pour répondre aussi à cette question des rebonds, peut-être que finalement cette série, on verra peut-être un peu plus Jarrett Walker que ce qu'on pourrait penser, parce que je l'ai trouvé assez convaincant au rebond sur la saison et tout. Il se bat plutôt bien, il apporte une assez grande taille sur le poste 3 et 4. Et c'est peut-être aussi le moment de peut-être commencer à aborder le banc, parce que j'ai l'impression que il y a 2 univers qui vont être super intéressants à étudier. Il y a les titulaires d'un côté et le banc, parce que là aussi, je trouve qu'il y a des similarités entre les deux. Est-ce que tu as envie de commencer une petite introduction sur le banc ou j'y vais Vas-y, t'es lancé. Vas-y. Bah quand même, on a quand même 2 des bancs les plus fournis de la ligue, j'ai envie de dire. Historiquement, on a tendance à penser que les Pacers ont le meilleur banc de la ligue, mais je trouve que cette saison, les Cavs, vraiment, ils sont au-dessus. Surtout au niveau de régularité, parce qu'on a vu que le banc des Pacers a un peu baissé, mais ils ont des Ty Jerome qui nous a démolis à chaque fois. Ils ont du Dean Wade, du Sam Merrill, plein de joueurs comme ça qui sont des vrais soldats et qui surtout sont plutôt réguliers. Et en face, je trouve qu'il y a ce banc d'Indiana qui est plutôt dans les coups de chaud. On a vu Obi Toppin se réveiller à des moments, parfois il y a le TJ McConnell game, Bénédicte Mathurin qui se réveille. Mais en tout cas, je trouve que les bancs, ça va être 2 entités qui peuvent faire tourner 60% des matchs de la série. Je pense vraiment que les bancs sont un enjeu important. Alors 60, ouais, je te trouve un peu optimiste, mais je vois ce que tu veux dire. En tout cas, je vois le gros trait du fait que c'est super important quand le titulaire va sur le banc, même si ils sont amenés à jouer bien plus de minutes qu'en saison régulière. Hein. Mais justement, c'est 8, 9, 10 minutes où ils sont sur le banc. Sachant que ce qui est intéressant, encore une fois, des équipes qui se ressemblent. Hein. Dans les 2 équipes, on a à chaque fois un des 2 porteurs de balles qui peuvent se relayer et non pas être les 2 en même temps sur le banc. En plus de pouvoir apporter un élément, donc McConnell d'un côté et Ty Jerome de l'autre,
encore créatifs pour pouvoir fluidifier l'attaque. C'est pas pour rien que les deux font partie des meilleures attaques de la ligue et qu'ils ont un super beau jeu en mouvement. C'est aussi grâce à ça. Pareil au niveau des ailes, donc Hunter d'un côté, Mathurin de l'autre. Super intéressant la match-up. Un, un plutôt, comme tu disais, niveau coup de chaud, Bénédicte Mathurin, qui est capable de créer son tir seul. Ou là où Hunter, la longueur, l'envergure, le shoot, la défense. Je trouve ça vraiment intéressant. D'un côté aussi Ben Shepard qui va peut-être avoir des minutes sur la vivacité d'un joueur comme Darius Garland notamment et Donovan Mitchell. Pareil, McConnell qui est capable de défendre un profil sans trop de déficit de taille pardon, comme Garland. Je trouve ça intéressant. Donc oui, c'est aussi un point clé pour le coup le banc. Et tu donnerais peut-être un avantage à une des équipes. Tu penses que Cleveland a un meilleur banc, Pacers a un meilleur banc, tu penses que ça se joue? Je suis pas. Ah, franchement, c'est 51-49, mais pour qui c'est dur à dire pour le coup. Ok, ouais, non, je vois. On va peut-être le donner à Cleveland via Ty Jerome qui qui a un apport exceptionnel en sortie de banc. Hein. Mais on est vraiment, on est à ça quoi. On est vraiment là. Ça va être vraiment intéressant. Mais oui, c'est aussi, moi, je trouve, c'est ce qui rend aussi un peu cette série si intéressante parce qu'il y a tellement de joueurs qui peuvent sortir de leur boîte, un peu éclore, qui peuvent vraiment permettre aux deux coachs d'avoir une, une plage tellement large d'adaptation, de coaching, de choix défensifs, offensifs. Donc j'adore vraiment cette confrontation et depuis le début j'espérais qu'on taperait les Cavs parce que je pense que qu'on gagne ou qu'on perde, on va beaucoup apprendre, que ce soit sur les talents des joueurs, sur ce qu'il faut faire ensuite comme nouvelle étape, sur peut-être les failles qu'on a à combler. Donc j'adore. Et pour moi cette bataille des bancs, je vais la regarder vraiment avec beaucoup d'attention. Surtout que ces deux équipes qui font pas beaucoup jouer leurs titulaires, bon les Cavs c'est principalement parce qu'ils sont roulés tellement sur tout le monde que leurs titulaires jouent pas beaucoup en conséquence. Mais même, ça va être vraiment 2 points techniques. Est-ce que toi, tu avais peut-être d'autres points cruciaux sur cette série ou d'autres choses dont tu as envie de parler qu'on n'a pas encore évoquées? Oui, j'en ai un que j'aurais bien voulu évoquer pour le coup, c'est comme quoi tu as vraiment raison pour le coup. Encore une fois, les deux équipes se ressemblent sur un point. Deux équipes qui sont très héliocentrées pick and roll pour le coup. Donc d'un côté on a le joueur le plus efficace le joueur qui initie le pick and roll le plus efficace en points par possession, Ali Burton. L'autre côté, on a le meilleur screener finisseur, Jarrett Allen, pour le coup pareil en points par possession. Donc on a vraiment les deux profils élite dans ces configurations. Et au niveau de la fréquence de pick and roll joué par les deux équipes, c'est monstrueux hein, pour le coup. C'est deux équipes qui ont joué énormément. On a d'un côté une équipe qui accorde peu de 3 points. Je parle des Cavs pour le coup, qui a, comme je l'évoquais, une défense en switch qui peut switch avec Mobley Allen. Donc ça force un peu le drive. Et en plus de ça, ils protègent très bien leur cercle. Donc c'est l'équipe qui concède peut-être, c'est une des 3 équipes, si je dis pas de bêtises, qui concède le plus de mid-range parce qu'ils forcent les équipes à tirer à mi-distance. Un tir qui n'est pas très rentable, hein, surtout dans la NBA moderne. Mais de l'autre côté, tu as les Pacers qui sont depuis cette année une des équipes qui tire le plus à mi-distance, qui refusent maintenant d'aller au cercle. Donc la protection de cercle des Cavs sera un peu moins importante parce qu'on a transité ces tirs au cercle par les tirs à mi-distance, pardon, notamment par l'intermédiaire de Pascal Siakam, hein, qui en prend beaucoup plus et de manière très efficace. L'ensemble de l'équipe d'ailleurs est très efficace sur ce terrain de jeu. Andrew Nembhard, Nesmith. C'est ça. Même Dali Burton. Hein. Turner est un peu moins efficace hein, sur mi-distance. En fait, je crois que c'est la saison la moins efficace à mi-distance, mais en tout cas, Indiana a beaucoup de joueurs qui y vont, et même sur ces playoffs, on a beaucoup vu Nembhard s'y arrêter. Même Nesmith, il y a eu des systèmes dessinés pour lui, pour qu'il prenne le tir à mi-distance. Ouais. Donc, il va falloir les mettre. Ça va vraiment être une bataille donc
Je pense que le trois quarts des plays qu'on va voir, ça sera du pick and roll, hein, comme je l'ai évoqué par habitude, hein, au niveau des équipes. Enfin, en tout cas, un pick qui finit aussi pas mal par du pop côté Pacers et qui finit aussi par, je sais pas comment je peux appeler ça, du demi-pop. Ah, côté, c'est bah, côté du pop en chantroll, je sais C'est ça pas. exactement. Justement par l'intermédiaire d'Allen et Mobley qui ont cette capacité à ensuite prendre la bonne décision et en transmettant au shooter, que ça soit le backcourt off-ball qui sur catch and shoot n'est pas du tout mauvais et Max Strus qui reprend la moitié vraiment. C'est factuel pour le coup et qui a une très bonne efficacité. Sans compter les Sam Merrill ensuite en sortie de banc notamment. Donc ça va vraiment être intéressant. Donc encore une fois, une équipe doublon à ce niveau-là, donc la réussite au cercle va être très important. Bon après je dis ça, mais l'eau Samouille quoi, c'est la même chose, hein, c'est c'est important en tout cas. Ça va bien, ça va impacter la série fortement. Mais juste, moi, je trouve que tu as tout dit. Donc, j'ai pas forcément grand-chose à rajouter là-dessus, mais je trouve juste que ces deux équipes qui jouent beaucoup par les écrans, mais qui ont aussi deux manières très différentes de les aborder. Indiana, c'est toujours cette science du faire des mouvements tout le temps. Aucun joueur n'est jamais statique, il va toujours poser un écran qui sert à rien ou juste pour déstabiliser l'adversaire. Ou alors, tu as toujours des systèmes à 3-4 écrans, des faux écrans qui sont faits. Donc, il y a un peu cette stratégie aussi de faire des écrans pour causer le chaos et pour faire en sorte que ton adversaire, il ne sache pas quel sera ton prochain move. Un peu aux échecs, tu veux pas que ton adversaire sache ce que tu vas faire parce que sinon il va s'adapter trop facilement. C'est ça. Alors que côté Cavs, après, encore une fois, ça sera peut-être. Vous compléterez avec des analystes et des créateurs de contenu de chez les Cavs un peu, mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus centré sur du jeu à 2, à 3, et derrière qui crée du mouvement pour d'autres, ou alors des occasions près du cercle. Mais Indiana, t'as pas forcément cette image en tête du pick and roll entre les deux stars qui se conclut d'une certaine manière, parce qu'Indiana utilise vraiment tous les types d'écrans qui sont à sa disposition, même ce qu'on appelle les inverted screens, quand t'as le pivot balle en main qui prend un écran du meneur. Ça aussi, c'est des choses qu'on voit beaucoup chez Indiana pour le coup. Et donc, c'est deux expériences différentes sur le terrain, je trouve, niveau écran, même si les équipes se ressemblent beaucoup. On a fait un beau petit tour déjà. Est-ce que tu as un facteur X à me donner par exemple sur la série des deux côtés? Genre, c'est cliché de dire Miles Turner, Factor X, parce que c'est ceux qui en a tout le temps, donc moi j'ai vraiment envie de... Andrew Nembhard, t'as peut-être une série sous tes épaules, Andrew Nembhard, là. Hein. Parce que défensivement, il va falloir aller se taper probablement du Novan Mitchell, comme moi je le verrais, ou au moins du gros défenseur adverse. Et de l'autre côté, on va vraiment avoir besoin de son apport offensif. Parce que si Indiana commence à devoir se reposer uniquement sur un ou deux joueurs offensivement, je pense que la défense des Cavs, elle va être dévastatrice. Donc on a vraiment besoin de ce jeu collectif qui tourne bien. Et je pense qu'Andrew Nembhard va avoir un gros poids sous ses épaules des deux côtés du terrain, parce que je pense que ça peut être celui qui peut plus faire progresser l'attaque d'Indiana, en dehors des Tyrese Haliburton ou des Pascal Siakam. Là, on s'y attend, quoi. Et défensivement, s'il arrive vraiment à museler un peu les arrières meneurs des Cavs, ça peut vraiment ouvrir une fenêtre à Indiana. Je dis pas que ce sera suffisant, mais ça peut vraiment ouvrir une fenêtre. Bon, on a le même alors. Déjà, moi j'avais vraiment, comme je t'ai dit, c'est le facteur X pour moi entre Nembhard. Encore une fois, s'il y a des fans des Cavs qui nous écoutent, no offense, on reconnaît, j'imagine que tu es d'accord avec moi, on reconnaît le talent de Darius Garland, peut-être All-NBA cette saison, All-Star confirmé, il y a aucun débat, magnifique saison. Mais moi vraiment, parce que vraiment, en gros, Nembhard, role player NBA, on est d'accord, hein. Mais là, je pense que sur cette série, il a vraiment la capacité de game changer, dans le sens où sa défense se regarde. Comme moi, je disais, je le vois plus sur un Darius Garland. Sa défense pourrait vraiment impacter Darius Garland. Et de l'autre côté du terrain, au vu de la configuration des deux effectifs, Garland sera amené à défendre Nembhard, selon moi et bien relayé par Mitchell, j'imagine, parce que Max Strus sera occupé avec le franchise player des Pacers. Et je pense qu'il peut aussi offensivement, on l'a vu, hein, quand la série face aux Bucks fait lui faire quelques cartons offensifs. Donc quand je dis carton, hein, pour Nembhard, c'est 20 points, mais 20 points à haut pourcentage, 20 points à des moments très importants pour le coup, et 20 points avec un joueur qui est capable de créer son shoot, notamment sur le mid-range, on en a parlé tous les deux.
C'est un joueur qui prend peut-être la moitié de ses tirs, hein, j'imagine, à mi-distance et il est plutôt efficace. En plus d'avoir une capacité de création très intéressante. Mmh. Bah, va falloir punir un peu, ce choix défensif des Cavs, j'imagine. Si tu mets Garland en défense sur Andrew Nembhard, il a le physique et peut-être aussi les skills pour un peu aller, le forcer à défendre et le mettre à mal dans la défense de Garland, si on met Garland en défense sur lui. Donc je pense que c'est aussi un enjeu. Souvent, comme ce qui s'est passé avec Brook Lopez au premier tour, en attaque, les Pacers vont aussi un peu cibler le moins bon défenseur pour faire en sorte qu'il soit pas forcément trop utilisable sur de grosses minutes. Et on l'a vu avec Brook Lopez, il est tellement incapable de défendre que le dernier match, il a jamais joué plus de... Au game 4, je crois qu'il joue 12 minutes, au game 5, il en joue 7, tu vois. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dessus, où si tu veux peut-être avoir des chances, va peut-être falloir essayer de punir un maximum les bons défenseurs côté Cavs. Et Ouais. comme tu l'as dit, il a de quoi le faire. Il a le talent pour. Mm. J'ai hâte de voir ça. Ah ouais. Et côté Cavs, Un factor risque côté Cavs. Moi, je suis quand même curieux de voir ce qui va se passer entre Jarrett Allen et Miles Turner. Historiquement, j'ai quand même tendance à penser qu'à chaque fois qu'ils sont affrontés, Miles Turner est quand même souvent sorti gagnant. J'ai trouvé Miles Turner souvent très convaincant en attaque contre Jarrett Allen, surtout quand on sait le profil défensif qu'est Jarrett Allen. Et là, je me dis que lui, il sort vraiment d'une première série assez bonne, d'une saison qui est plutôt bonne, même s'il n'est pas forcément le plus beaucoup d'usage, et même si parfois Atkinson aime faire jouer Mobley en pivot. J'ai l'impression que si Jarrett Allen arrive à faire subir un cauchemar dans la raquette, Indiana va vite commencer à être à bout d'armes, à court d'armes. Parce que je pense que Miles Turner est un peu le dernier rempart. Derrière, t'as quoi? T'as Thomas Bryant, il pourra pas arrêter un Jarrett Allen donc qui est le beaucoup trop aérien, qui se déplace bien trop vite. Et je vois mal Pascal Siakam arriver à contenir un Jarrett Allen sans y lâcher vraiment 80% de son énergie physique sur une rencontre. Donc j'ai l'impression que Jarrett Allen peut être le joueur qui fait vivre un enfer côté Pacers, au moins d'un côté offensif, je pense. Parce que défensif, je pense qu'on sait tous à peu près à quoi on va s'attendre. Et ça dépendra pas trop de lui, ça dépendra surtout de si Miles Turner met ses tirs ou pas. Donc j'ai pas envie de lui dire défends bien, quoi, parce que j'ai l'impression que soit il aura l'occasion, soit ce sera compliqué, quoi, parce que Miles Turner sera en feu. Ok, super intéressant, effectivement, ouais. Si Jarrett Allen commence à nous faire une mixtape des deux côtés du terrain, ça risque d'être compliqué. Surtout s'il a aussi l'ascendant au rebond, Ouais. qui bloque un petit peu la transition, comme on en parlait tout à l'heure. On va espérer, que non, hein, pour le coup. Mais ouais. Et ton côté? De mon côté, ça va être Evan Mobley. Je l'ai évoqué tout à l'heure aussi. À quel point il va être impactant sur les défenses en switch et nous faire ralentir notre jeu en mouvement. Surtout défensivement. Je pense que j'ai vraiment, entre guillemets, peur de lui. Pour le coup, comme tu l'as dit, c'est le défenseur de l'année. Donc au bout d'un moment, il va falloir respecter. Hein. Mais même sans ça, c'est un joueur pour le coup que j'aime beaucoup dans un premier temps. Hein. Défensivement, j'ai peur qu'il nous impacte vraiment, vraiment beaucoup. Donc j'espère me tromper, donc ça, mais je pense pas pour le coup. Enfin, est-ce que c'est vraiment un facteur X pour le coup? C'est à quel point le facteur X, c'est plutôt à quel point sa défense va être élevée contre nous ou pas. Donc c'est où tu mets la barre. T'as l'impression que ça peut vraiment être la série où il explose défensivement, où genre il propose quelque chose dont on parlera dans 5 ans, quoi. On se dira, tu te souviens, Evan Mobley contre les Pacers, il l'a vraiment empêché de jouer, quoi. Pour moi, c'est ça l'enjeu. Soit il est à peu près dans des standards moyens hockey, où il reste défenseur de l'année, tu vois, où c'est quand même déjà très bien. Ouais, c'est clair. Ou alors est-ce il prend vraiment le dessus sur cette confrontation et Indiana n'est pas capable de mettre un tir au panier. Après, sur la défense de Mobley, ce que je trouve intéressant, c'est que comme Yanis, en fait, contre les Bucks, il y a probablement pas beaucoup d'occasions où il défendra Pascal Siakam, parce que si c'est les équipes qui sont habituées à chasser les match-up et à changer de défenseur en défense quand il y a un écran, et dans l'idée, quand Pascal Siakam est défendu par Evan Mobley, on va essayer de donner le ballon ailleurs, tu vois, pour dire bon, on a un défenseur en moins. Donc je pense que ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'il défend des joueurs qui sont pas forcément du même gabarit, de la même vitesse, du même profil que le sien. Mais justement, c'est ça qui me fait. Enfin, je le vois vraiment menaçant face à un Liberton. Hein. Un Liberton reste vif, mais c'est pas non plus un Garland par exemple.
Donc j'ai vu Giannis se lâcher pour lui faire lâcher pas mal de fois la balle, hein, pour le coup, sauf sur la dernière action du Game 5. mais mais je pense que Mobley a les armes pour faire exactement la même chose, du coup nous faire ralentir un petit peu. Et c'est ça qui m'inquiète, mais on verra parce que j'ai une totale confiance en cette équipe pour trouver la solution en tout cas. Evan Mobley, capable de défendre, t'as Isaiah Barton capable de défendre Mason, hein. De 1 à 5, il peut faire vivre un enfer. Il y a peut-être que TJ McConnell qui pourra pas tenir sur une distance, mais au-delà de ça, il est trop complet. Non, c'est clair. Il tient en bonne partie la défense des Cavs sur son dos, quoi, Ouais, avec Allen. Hein. avec Allen. Mais lui, il est capable aussi de mettre cette pression sur une extérieure que Allen est moins capable. Et bah, je pense qu'on est pas mal. Ouais. Je pense que là, c'est le moment crucial du pronostic. Qui commence là? Et bah, ça va être à toi. Je suis désolé. Allez. Alors, pronostic. Donc, à première vue, à froid, quand tu vois donc je te disais, on finit la série face aux Bucks. Bon, Cavs Pacers, je me dis 4-2 Cavs. Et ensuite, en analysant en profondeur les forces et faiblesses des deux équipes, les différents match-ups, l'aspect mental qui est un peu plus compliqué à définir. Enfin, quand je dis aspect mental, je parle plutôt de qui a le plus à perdre. Après, c'est vraiment quelque chose, bon, on n'est pas dans les vestiaires, hein, mais les Cavs auront, j'imagine, bien plus la pression que nous. Hein. Ils ont déjà fait les moves pour que ça soit du win now, contrairement à nous, où on en a encore sous la pédale pour le coup. Et surtout, l'analyse terrain, pour le coup, je suis pas un spécialiste, mais avec mes petits yeux, comme je disais, en analysant tout ça, et bah, je nous vois, je nous vois faire l'exploit monumental et faire chier toute la terre parce que on est à un niveau de hate pas possible. Je nous vois remporter en 7 cette série face à Cleveland. Waouh. C'est incroyable. Sous une équipe face à une équipe des Cavs sous pression chez eux, qui déjoue, contrairement à nous. Et Ali Merton qui monte sur l'estrade chez eux. Oh là là, mon Dieu. Le rêve. Le rêve, absolu. Ah ouais. Ça serait incroyable. Bon, après, on sait qu'Indiana, les Game 7, en tout cas le dernier, s'est bien passé. Donc, ouais. On espère que ce sera dans ce sens-là. À mon tour, ça a été compliqué. Ça a été vraiment, je pense, un des pronostics les plus compliqués que j'ai eu à faire parce que c'est pas simple. Comme je t'ai dit, moi, j'ai beaucoup regardé, je me suis beaucoup renseigné. Je me dis, ouais, comme toi, bah, finalement, ces équipes, elles sont pas l'air si différentes. Il y a vraiment des niveaux dans les deux. Indiana est très collectif. Cleveland est un peu sur le papier. Et j'ai aussi beaucoup essayé d'écouter les sources des Cavs parce que j'étais pas assez bien renseigné sur le dossier. Et j'en arrive à ce pronostic-là, 4-3 Cavs. Voilà, je suis désolé. L'année dernière, j'étais parti sur un 4-3 Pacers face aux Celtics, mais cette saison, j'ai du mal à voir ces Cavs en perdre 4. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment ils sont au-dessus, ça, moi je pense, j'ai aucun problème à dire qu'ils sont au-dessus. Offensivement, ils ont beaucoup plus de talent, capables de prendre des charges offensives assez importantes en play-off. Défensivement, je trouve qu'ils ont beaucoup plus un plafond qui est plus haut que le nôtre. Et donc, je pense que ça sera serré. Mais encore une fois, moi, j'ai du mal à voir Indiana en prendre 4 et Cleveland en perdre 4. Mais je pense, encore une fois, que c'est possible. Genre, si Indiana passe, je serai en mode, ouais, ça me paraît honnête. J'aurais pas cette surprise monumentale de Indiana fait l'exploit, même si ce sera un exploit, on va pas se mentir. Mais voilà. Cleveland a plus de profondeur, je trouve, plus de régularité, plus de talent offensif et défensif. Et Indiana va devoir essayer de compenser avec du coaching, avec des coups d'éclat, etc. C'est ça. Mais ça va être une belle série. Et ben, ça commence dimanche à 22h. Ça va être incroyable. J'ai hâte, vraiment. On attend depuis trop longtemps en plus. Hein. Là, 4-5 jours de repos, c'est... J'en peux plus, moi je veux jouer. On a le temps d'aller voir les autres matchs chez les copains, mais on préfère voir notre équipe, c'est sûr. Et on a une revanche à prendre, on a 2 revanches à prendre. Hein. Les 2 dernières séries
Cas Pacers, ça serait mal fini pour le coup pour nous. La dernière en date, On en parle pas. l'équipe d'Oladipo, ou le buzzer beater de LeBron, le goaltending sur Oladipo, bon, selon le point de vue, hein, bien sûr. Et la série d'avant, avant son départ de Paul George, où il tenait un petit peu tête à LeBron pour le coup, ça faisait kiffer. Mais malheureusement, trop court à chaque fois. Cette série contre Oladipo et LeBron qui m'a fait devenir fan des Pacers. Donc finalement, on la remercie beaucoup. Ouais. Parce que moi, je remercie beaucoup cette équipe d'Indiana à l'époque d'avoir tout fait pour ne pas perdre face aux meilleures versions de LeBron, peut-être. Ça reste mon avis. Mais voilà, ça va être super intéressant. Moi, je vous promets qu'il y aura plein de contenu de mon côté parce que ça va être super intéressant à voir comme série tactiquement et tout ça. Et puis, on se retrouvera peut-être après, si Indiana passe un tour. Eh oui, on l'espère, avec grand plaisir. Ils l'ont déjà fait l'année dernière, alors qu'on n'y croyait pas. C'est vrai. C'est vrai. Si t'as raison, on se retrouvera peut-être dans 2 semaines. Ah, c'est toi qui avais raison l'année dernière. Hein. Moi, j'étais plutôt... Ouais. Enfin, j'ai pronostiqué à chaque fois contre, mais de peu, mais contre. Bucks s'est passé, Knicks s'est passé. Ça a buté contre Boston. Il y a évidemment eu des conséquences, des circonstances atténuantes. T'avais pas toutes les clés en main au moment de donner ton pronostic, donc tu es pardonné pour ces séries qu'Indiana a frauduleusement gagnées grâce aux blessures. Ah oui, on va dire ça. Pour contenter la majorité. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou on passe tranquillement vers la fin Non, mais on a été très complet. Donc, comme je t'ai dit, on a hâte de voir le début de la série. Hein. Les pronostics, c'est bien, mais voir les matchs, c'est encore mieux. Et bah parfait. Bah merci beaucoup à tous vos suivis depuis le temps. Ça fait quand même 4-5 mois qu'on n'a pas refait de podcast. Et bah j'ai hâte de pouvoir discuter avec vous de ces matchs, de ces rencontres, avec Pacers Family. Allez le suivre, Pacers Family FR, sur Twitter. Et pareil pour toi, Pacers Talk. Même si je pense que vous me connaissez à force. Je suis là depuis longtemps quand même. Mais voilà, donc merci beaucoup à tous. Et puis hâte d'avoir vos pronos, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui pronostiquent les Pacers, donc ça fait plaisir à voir. On sent qu'il y a beaucoup de soutien de la part de cette franchise et de ses fans pour les joueurs, parce que tout le monde y croit. Et moi j'espère que vous avez raison, j'espère que vous avez tous raison et que je n'ai pas vu la vérité éclatante sous mes yeux. Et puis bonne série à toutes. Et merci de nous avoir suivis. Bonne série à toutes et à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.